Alors, on continue, parce qu'en France, toujours, il y a cet autre exemple, le fameux exemple de Charlie Hebdo. Je vous montre, je vous cache le visage ou vous... Non, non, vous pouvez y aller. Ça va, je peux montrer, d'accord. Alors, pas de jaloux, hein, les extrémistes ne semblent pas en reste côté musulman. Alors, votre réaction, Tariq Ramadan, à l'attentat, comme dit Claude Guéant, contre la charia Hebdo, puisque c'est ça qui a provoqué la colère. Une condamnation absolue et sans condition, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui a fait ça, c'est une condamnation. Ça ne se fait pas, ça ne se discute pas. On peut être... Vous savez, quand tout ça a commencé au Danemark, avec... il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ma position aux musulmans danois a été dit, prenez une distance critique, vous n'aimez pas ce qui est dit, mais vous êtes des citoyens d'un État, et c'est dans le débat que les choses se font. Il n'y a pas à réagir. Un, par la violence, et deux, même, j'étais contre le fait de ceux qui sont allés en procès contre Charlie Hebdo, l'union de l'organisation, le CFCM, le Conseil des musulmans. Pourtant, le CFCM dit mais... Non, mais bon, on peut ne pas aimer... Oui. On peut ne pas aimer ce qui est fait, on peut trouver que c'est de l'humour. Pour moi, c'est un humour tout à fait relatif. Ça me fait pas tellement rire. Mais vous dites pas mais... Je dis pas de violence, pas d'attentat, débat critique et ouvert. C'est tout. Pas d'exclusif, pas de restriction. Non, pour tout le monde. D'ailleurs, ce que vous dites sur le plan du blasphème ou l'autre est tout à fait important. J'ajouterais quand même, parce que là, c'est là où nous ne serons pas d'accord, c'est que cette critique, elle doit non pas simplement être pour le blasphème, elle doit être pour tous les États du monde. C'est-à-dire que le problème que je peux avoir avec vous, c'est-à-dire que ce que vous dites sur la liberté d'expression religieuse, sur le blasphème, parfois on a l'impression que vous la limitez quand il s'agit de critiquer des États étrangers, qu'on ne fait pas la différence entre critiquer le judaïsme et critiquer l'État d'Israël. Pour ce qui me concerne, la critique du judaïsme, l'antisémitisme est anti-islamique, anti-droit de l'homme. Mais il faut que vous entendiez que de là où nous sommes, il faut que nous puissions critiquer l'Arabie Saoudite, il faut que nous puissions critiquer Israël sans aucune limitation, c'est-à-dire c'est le droit citoyen. Parce que le problème qui alimente la pensée victimaire, c'est l'idée que on est à... C'est relatif, quoi. C'est exactement, c'est relatif. C'est que pour certains pays, on peut, et pour que d'autres, on peut pas. J'aimerais que ce que vous avez dit sur le blasphème pour tous, on puisse le dire pour la politique, pour tous, de la même façon. Vous allez répondre, mais vous allez réunir, vous, des hommes politiques français bientôt, le 20 novembre, c'est ça ? Le 20 novembre, oui. Questionnement avant les présidentielles. Hein, qu'est-ce que vous attendez? Nous n'allons pas réunir. Non, mais qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ça a un rapport avec Israël? Ça a un rapport Non, nous avons le 20 novembre une convention nationale du CRIF dans laquelle nous débattons d'un certain nombre de sujets. Comme il y a le dîner du CRIF, regardé par les gazettes souvent. Très différents, mais nous discutons d'un certain nombre de problèmes. Vous avez vu ce qu'avait dit je n'ose pas le citer, non, je le cite. Qui sont du domaine du CRIF et sur lesquels nous allons porter notre attention. Il y a des points internationaux, il y a des problèmes qui sont relatifs à l'évolution de la société juive en France, etc., etc. Et puis, bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse du fait que nous sommes actuellement en période préélectorale, et donc nous allons demander effectivement... Et sur quel point précis par rapport à ce que disait Tariq Ramadan, par rapport à Israël, la communauté Alors, en ce qui juive. concerne... Ouais. Premièrement, il y a le problème du blasphème, je reviens, c'est un problème du blasphème, on est là dans le cadre religieux. Je constate qu'un pays comme le Pakistan, c'est un pays que votre père a très bien connu, puisqu'il en a eu, il en a eu le passeport. Le Pakistan, 8 ans. Le Pakistan, pakistanais 8 ans. Le Pakistan est un pays où il y a des chrétiens. Des Ahmadis également, mais beaucoup de chrétiens, alors qu'il y a une toute petite minorité chrétienne, des chrétiens qui risquent la mort, ou qui ont des peines de prison extrêmement longues, mais qui risquent la mort, tout simplement parce qu'on a considéré qu'ils avaient blasphémé Mahomet. Je crois que là, il y a un élément auquel on ne prête pas assez attention et sur lequel on ne proteste pas assez. Je crois que ce type de loi est une... Alors, donc christianophobie dans certains... Donc je dis christianophobie certainement, mais interdit. Là, vous prêchez. Il est d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais moi, ma question est politique parce bien sûr, mais je voulais que cela soit précisé. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux de voir que vous vous opposez à la pénalisation du blasphème. Et je l'ai répété souvent d'ailleurs. Et je pense donc qu'aujourd'hui il y a une époque où beaucoup de vos amis se rapprochent
proche du pouvoir dans beaucoup de pays musulmans. Vous pensez à l'Indonésie, vous pensez à... C'est qui mes amis? Qui sont mes amis? Je pense qu'en Égypte... Vous pensez à tous les musulmans? Non, je pense mes amis sont démocrates. Je pense les frères musulmans en Égypte, je pense en Libye, en Tunisie. Dites simplement que tous ceux qui sont mes amis, ce sont ceux qui sont et qui défendent la démocratisation des États et des sociétés majoritairement musulmanes. Ceux-là sont mes amis et de cela je me réjouis. Alors je serais effectivement très heureux que vous utilisiez de votre influence pour que dans quelques pays que ce soit et quels que soient ceux qui le dirigent, de mon dernier livre, je vais directement dans ce sens. Que vous défendiez effectivement cette liberté d'expression essentielle à notre société et à nos sociétés. Je la défends partout dans les sociétés majoritairement musulmanes et aussi en Israël. Qui est l'autorisation du blasphème. Maintenant je vais... Excusez-moi madame. Non, juste... Répondez, mais rapidement, sur la question d'Israël par rapport à votre rencontre avec les Juifs. Je pense que on n'a pas le droit de critiquer Israël quand on est un homme politique français. On n'a pas le droit de dire qu'il faut qu'Israël soit que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO, reconnue à l'ONU. C'est comme ça. Soyons bien entendu que l'on a le droit de critiquer Israël, bien entendu. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent le gouvernement israélien, je parle de la politique du gouvernement israélien, on a parfaitement le droit de la critiquer. Ceux qui la critiquent le plus durement, ce sont certainement les Israéliens eux-mêmes. Dans les journaux, les journalistes israéliens sont souvent des critiques extrêmement dures de la politique du gouvernement israélien. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque la critique en vient à la demande de disparition du pays Israël, ça, c'est autre chose. Lorsque la critique d'Israël, lorsque la critique des pays se limite essentiellement à la critique d'Israël, quand Israël est le seul, ou quasiment le seul, comme ça se passe à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, quand il est le seul pays qui est critiqué, quand il est le seul pays sur lequel on focalise, parce que c'est ça qui se passe d'habitude, à partir de ce moment-là, on peut dire que d'une certaine façon, Israël commence à jouer le rôle de juif des nations, il commence à jouer le rôle de bouc émissaire, et là nous ne sommes plus soyons dans une concrets, critique. On va ouvrir, parce que je sais que vous citez souvent l'article 7 de la Constitution du Hamas. Absolument. Oui, il faut tuer les juifs, etc. et vous attendez qu'on supprime cette allusion à cette sourate, n'est-ce pas, du Coran. C'est pas une sourate. Alors c'est quoi? C'est pas une sourate. Monsieur Ramadan va le dire avec beaucoup plus de compétences que moi. Vous semblez être compétent sur le sujet. Je pense que c'est un hadith. En fait, c'est un islamique déguisé. Alors, donc vous dites, le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans combattent les juifs, tuent les juifs, et tant que les juifs se cachent derrière des pierres et des arbres. Les pierres et les arbres diront, oh musulmans, oh Abdullah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Article 7 de la Constitution du Hamas. C'est l'article 7 de la Constitution du Hamas, et j'aimerais que M. Ramadan me dise ce qu'il pense de ce hadith. Parce que... Hadith, ça s'appelle. Un hadith, c'est une tradition prophétique. C'est une tradition qui, de ce que j'ai compris, a un certain poids, et qui est reconnue dans beaucoup de traditions musulmanes, et qui, de toute façon, actuellement, fait partie de la charte, c'est-à-dire de la Constitution elle-même du Hamas. Comment voulez-vous qu'une situation, qu'un processus de paix puisse être engagé avec en face des interlocuteurs qui tiennent absolument à garder un texte dans lequel il est écrit il faut que l'on tue les juifs, pas les Israéliens, que l'on tue les juifs pour que le jour du jugement arrive, etc. Vous savez bien, petite réaction, on revient en France. J'aimerais là-dessus que vous me disiez, c'est inacceptable. C'est inacceptable, je vais leur demander. Non, mais non seulement je l'ai dit, la lecture littéraliste, même j'ai déjà dit, la lecture littéraliste d'un certain nombre de traductions est absolument infondée. On ne peut pas avoir la position de l'islam par rapport aux juifs et même par rapport au respect du judaïsme ne fait absolument aucune discussion. On ne peut pas confondre la résistance à l'État israélien avec le fait de dire il faut tuer des juifs. C'est inacceptable. Vous l'entendez, je l'ai dit et je le répète. Maintenant, la question, c'est que vous tournez ma question en quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire l'idée que seul Israël serait critiqué. Mais soyons très concrets. Quand on a une émission de télévision qui fait la critique de comment Israël gère le processus de paix et que vous, le CRIF, vous faites une controverse absolue en disant une émission du service public, que ça n'est pas admissible. C'est là le problème, c'est-à-dire que vous réagissez comme des censeurs, c'est-à-dire que le journaliste ne peut pas faire son travail. Alors, c'est pas uniquement Israël.
mais c'est Israël ici qui est la question. Frédéric Lenoir, ensuite Madame Boutin. Allez, merci, on a entendu en tout cas les arguments de Ramadan. J'avais été très choqué aussi de l'annulation de la conférence de Stéphane Hessel à Normal Sup, et je crois que vous étiez réjoui de cette annulation, et ça m'avait profondément choqué, c'était une forme de censure. Donc je crois qu'effectivement aujourd'hui il y a des gens qui s'auto-censurent ou qui censurent lorsqu'on a des critiques qui sont faites au gouvernement israélien tout à fait légitimes. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi est-ce que Israël est souvent pointé du doigt à l'ONU? Parce que c'est un des pays qui applique le moins les résolutions de l'ONU. Lorsqu'il y a eu de nombreuses résolutions qui ont condamné certains actes qui ont été faits, et donc là, il y a une raison à ça. Et dernièrement, le Hamas, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec vous, Monsieur Pasquier, c'était vraiment, il y a beaucoup de gens au Hamas qui souhaitent la disparition d'Israël, et on ne peut pas dialoguer avec ces gens. Mais qui a fait monter le Hamas? Pourquoi le Hamas a monté? Ça a été à un moment donné dans la politique israélienne un jeu de faire monter les extrémistes du Hamas contre Yasser Arafat. Donc là, on est dans un problème extrêmement complexe. On ne peut pas dire des choses quand même aussi simples. Vous me laissez combien de temps pour répondre? Non, je peux pas, parce qu'il faut absolument qu'on parle de la laïcité en France maintenant. Moi, j'avais une question à poser. Je ne peux pas laisser passer ces choses-là de cette façon. On va se réunir chaque semaine. Je ne peux pas laisser passer les choses de cette façon. Non, je n'ai jamais voulu exercer de censure sur la télévision. Jamais. Jamais. J'ai simplement exercé mon droit le plus strict, le droit du citoyen, qui est le droit de contestation. Et je conteste la façon. On parlait, je parle de l'émission Un œil sur la planète qui a été diffusée le 3 octobre de cette année. J'en ai parlé lorsque j'ai rencontré M. Fimelin et M. Tuillier il y a 48 heures. Je leur ai apporté un dossier dans lequel vous n'avez pas parlé en tant que citoyen, vous avez parlé en tant que président du CRIF, dans lequel il était indiqué de façon extrêmement précise les différents éléments qui étaient faux ou les mensonges par omission qu'il y avait à l'intérieur de cette émission. Je suis prêt à vous le donner, à l'un comme à l'autre, et vous verrez qu'ils sont très nombreux et graves. J'ai exercé mon devoir, je pense, de contestation, jamais de censure. Je suis strictement, totalement opposé à la censure, c'est me faire un très mauvais procès et ne pas me connaître. En ce qui concerne Normal Sup, ce qui s'est passé, c'est que la demande d'une salle a été faite pour un sujet qui n'était pas le sujet réel. C'est-à-dire, alors je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais je pense que nous avons exercé là encore notre travail d'information en disant que la France. Et c'est là le point. Information. Voilà pourquoi cette conférence a été demandée. Ce n'est pas le titre qui vous a été D'accord, stop. Madame Boutin, une question sur la France, parce qu'on revient en France. Madame Boutin, une question sur la France à Monsieur Ramadan. Oui, parce que je vous ai entendu tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt sur le problème de la conciliation religion musulmane et démocratie. Je pense qu'une des grandes questions qui se posent dans notre pays, à la fois pour la christianophobie que l'islamophobie, c'est l'impossibilité qu'il y aurait entre la démocratie et la religion musulmane. Moi, je pense que... Ça marche pas, ça colle pas je pense que beaucoup pensent que ça ne marche pas. Moi, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans en France, en tous les cas, qui vivent leur religion de façon tout à fait laïque et qui vivent leur religion parfaitement. Et il y a des amalgames qui sont beaucoup trop rapides. Mais il n'empêche que dans la pensée collective, il y a cette certitude ce n'est pas possible. Et donc, je voudrais que vous me développiez comment vous voyez la possibilité pour aider nos concitoyens à comprendre qu'on peut être musulman sans être et en étant démocrate. Écoutez, moi, je dirais aujourd'hui que si on regarde au-delà des perceptions que l'on a, parce que je pense que vous avez tout à fait résumé les perceptions, c'est-à-dire qu'on pense que l'islam, c'est antidémocratique parce que dans la majorité des sociétés arabes, mais pas les sociétés majoritairement musulmanes, parce qu'en Indonésie, parce qu'au Sénégal, parce qu'en Turquie, vous avez des processus démocratiques qui fonctionnent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des milliers de gens qui sont descendus dans la rue qui demandent quoi? Arrêter la dictature, arrêter la corruption et donnez-nous notre dignité. Ces gens-là, la Tunisie, l'Égypte, après ça peut être récupéré ou ça peut aller comme ça, c'est le cas des militaires aujourd'hui en Égypte, mais les processus démocratiques ne sont en aucun cas en opposition à l'islam. Et maintenant, simplement, laissez-moi ajouter une chose, c'est que si vous regardez des millions d'Européens
de confession musulmane aujourd'hui. Ils sont démocrates. Ils vivent avec leur temps, ils vivent avec l'état de droit et ils participent. Et ce que je demande partout, et depuis 25 ans, c'est que nous devenions des citoyens, des sujets de notre histoire. Non pas les objets de la perception des autres, mais que nous devenions des sujets de l'histoire. Et que vous dites qu'il semblerait que la loi laïque doit être encore plus laïque quand il s'agit des musulmans que quand il s'agit des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes. Mais c'est exactement ce que... Non, mais c'est exactement ce que vous avez dit. Il faut être encore plus laïque. Non, mais parce que la perception est telle pour les musulmans qu'on pense qu'ils n'acceptent pas la laïcité, qu'il faudrait qu'ils en rajoutent. Et on va jusqu'à leur demander de faire plus que les autres. En fait, ils peuvent tout à fait accepter la loi laïque française si la loi laïque française est appliquée égalitairement pour tous les citoyens. Frédéric Lenoir, est-ce qu'on va parler beaucoup vous pensez de religion et de laïcité dans cette campagne présidentielle? Parce qu'avant, on pensait que la laïcité, c'est un sujet plutôt consensuel et assez ringard, en fait. On n'avait pas remué le vieux truc, etc. Et ben non, ça recommence. Claude Guéant vient de publier un recueil de textes sur la laïcité, fameux code de la laïcité, annoncé par l'UMP en avril dernier. Moi, je pense que ça dépend Frédéric, de Nicolas Sarkozy. Grand spécialiste. Oui, ça dépend de Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui a réveillé, depuis qu'il est président de la République, toute cette question de la laïcité, qui était très consensuelle, vous le dites très justement. L'énorme majorité des catholiques français était très favorable à ce qui se passait, c'est-à-dire une séparation claire du politique et du religieux. La religion est plutôt dans l'espace privé, et donc on peut en débattre publiquement en opposant ses idées, c'est tout. Et ça fonctionnait bien. Et Nicolas Sarkozy a joué là-dessus en disant, je pense pour des raisons électorales, dans un premier temps, pour récupérer un électorat chrétien, il a dit il faut une laïcité plus positive. La fameuse laïcité positive. Voilà, quand il était à la il y avait donc une laïcité négative. Voilà, mais sous-entendu, il faut qu'on parle plus favorablement des religions, il faut qu'elles aient plus de place dans l'espace public et tout. Ça a suscité beaucoup de peur, de manière assez compréhensible. Donc là-dessus, il en est revenu, et après, c'est par rapport à l'islam il s'est beaucoup senti ça, voilà, ce dont a parlé Madame Boutin. Pour faire un discours qui récupérait cette fois les voix plutôt de l'extrême droite. Ouais. Donc il cherche tout le temps un électorat de soutien, et donc tout son débat sur l'islam est quand même tombé à l'eau. C'est-à-dire que même à l'UMP, il ne savait plus comment s'en sortir. Donc s'il a envie, s'il sent que dans la campagne présidentielle, il a envie au dernier moment de réactiver un potentiel de voix à droite ou plutôt dans l'extrême droite, d'ailleurs, il va remettre ce débat-là. Mais je pense que c'est un piège. Peut-être que la candidature de Mme Boutin va sur un autre terrain. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain de la laïcité, Mme Boutin. C'est sur le terrain des valeurs. C'est tout à fait autre chose. C'est vrai. La laïcité, moi, je la défends à plus que 100%. Donc, et c'est pas François Hollande qui va parler de cette question-là, parce que lui, là-dessus, il n'a absolument pas envie de toucher. Il y a quand même un phénomène. Moi, j'aimerais bien voir comment vous réagissez. Aujourd'hui, dans le Parisien, 2 pages sur le fait que la crise économique conduit les chefs d'entreprise à aller prier alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Oui, j'ai entendu ça me fait rire dans des séminaires. Oui, alors je voudrais savoir comment que ce soit chrétien, les traders font des retraites spirituelles. Vous avez vu ça? Oui, ça m'a... Donc, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça normal. Ça ne m'étonne pas. Mais j'aimerais bien, puisqu'on a un beau plateau... Le séminaire que vous dirigez. Mais dites-moi, il n'y a plus personne qui défend la laïcité. Vous avez entendu ça? Il n'y a plus personne qui défend la laïcité, à part Marine Le Pen, a déclaré Elisabeth Badinter. Dans le monde des religions. Dans le monde des religions. Voilà. On ne cite jamais assez le monde des religions, je le fais tout de suite. Mais c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité dans ce pays. J'exagère tout à fait. Je n'étais pas d'accord avec Elisabeth Badinter. Moi, je suis en opposition totale. Oui, j'aimerais dire une chose, parce que vous avez posé la question sur la laïcité. Je pense que ce n'est pas simplement Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une tentative chez lui de récupérer des populistes et de l'extrême droite. Et que la laïcité, on n'en discute pas dans un absolu, on en discute avec 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'insécurité. Le deuxième thème, c'est l'immigration. Et le troisième thème, c'est l'islam. Et que c'est pour ça que la laïcité réussit à toucher ces 3 choses ensemble. Elle condense tout ceci. Et là-dessus, Marine Le Pen, elle a compris ça. Elle a compris ceci. Ouais. Et elle mène la danse. Et Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'ai dit, il a 6 mois de retard sur elle, sur ce débat-là. Et il galope derrière ou quoi? Sur cette question-là, il galope en essayant de récupérer ses voix. Monsieur Prasquier, j'ai rencontré certains de vos amis, je ne les citerai pas parce que vous allez m'en vouloir, qui m'ont dit il y a pas mal de juifs qui vont voter Marine Le Pen. Vrai ou faux? Écoutez, moi je ne sais pas en ce qui concerne Marine Le Pen. Vous savez pas, vous savez un peu. Non, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, je ne peux pas en faire d'ailleurs. En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense que j'ai été extrêmement clair depuis déjà très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être attaqué encore par Marine Le Pen, je crois, hier. Oui, elle n'a pas une affection sans borne pour ce que vous représentez. Écoutez, c'est partagé. Donc de ce elle a des militants juifs et elle dit, elle a des militants juifs et elle dit, je sais pas quoi, elle fait un comité des...
des Français juifs. Je ne sais pas. Elle vient de rencontrer l'ambassadeur à New York. On pourra en reparler, mais moi je voudrais revenir sur ce thème de la laïcité parce que c'est un thème qui m'importe. Parce que je crois que c'est un thème absolument crucial, fondateur. On sait c'est le 4e élément de notre triptyque, si je puis dire, et un thème absolument indispensable, je pense, pour le monde que nous avons devant nous et pour faire de ce monde quelque chose de vivable. Et de ce point de vue, moi je profite du fait que M. Ramadan est là, je profite du fait que nous sommes effectivement dans cette période de printemps arabe pour lui demander d'user de toutes ces capacités, de son influence et de ses capacités de persuasion pour rendre véritablement la laïcité en pays d'islam, la laïcité réalisable. Il paraît que c'est intraduisible. Alors je ne sais pas, mais moi je peux vous dire, la laïcité telle que je la conçois, et vous pourrez peut-être la critiquer. Pour moi, ce sont des faits précis. Par exemple, est-ce que dans un pays, une religion différente de la religion majoritaire, dans un pays musulman, est-ce que la religion chrétienne peut se développer? Est-ce que les églises peuvent être construites? Est-ce que les prêtres peuvent faire du prosélytisme? Oui ou non? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Comment ça se passe en Arabie Saoudite, monsieur Ramadan? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Deuxièmement, laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé, monsieur Ramadan. Mais laissez-moi répondre, vous me posez des questions. Non, mais ensuite vous me répondrez aux 3 parties. Si vous et moi je mène le deuxième point, mais ça me paraît très important. Lorsque, dans la plupart des pays musulmans, peut-être pas tous, mais lorsque dans un pays, un copte par exemple, qui épouse une musulmane, c'est interdit pratiquement. Et il risque de lui arriver de très... Ça, c'est incompatible avec notre civilisation. 3e point, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, quitter sa religion. Quitter sa religion. Voilà. On a été musulman, on quitte l'islam. On a été chrétien, on quitte la chrétienté. Dans nos pays, c'est tout à fait normal. En pays d'islam, ça ne l'est pas, et on risque la mort lorsqu'on le fait. Voilà des vrais problèmes. Monsieur Pasquier, j'espère que vous lirez le livre et vous verrez combien... L'islam et le réveil arabe. Dans ce livre, je mets en évidence qu'il faut dépasser les polarisations entre les soi-disant laïcs et islamistes pour arriver à quelque chose qui est une vraie séparation des autorités religieuse et de l'autorité de l'État. Et ce processus-là, je le défends et je le défends depuis longtemps. Et donc, vous parlez de l'Arabie Saoudite, j'en suis interdit d'entrer depuis pratiquement 18 ans maintenant. Donc, vous prêchez à un converti de ce point de vue-là, si vous osez. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est un premier point. Sur la question de l'apostasie, vous auriez dû me lire, ça fait 25 ans que j'ai dit que ce n'était pas la seule position musulmane et qu'il y avait depuis le 8e siècle une position qui était ouverte sur ce point de vue-là et que je défendais, que j'ai défendu depuis ce temps-là, donc l'idée qu'on puisse changer de religion. Le 3e des éléments, ce que vous avez mis en évidence, à savoir que dans les sociétés majoritairement musulmanes, pour les questions de mariage, moi je suis pour le fait qu'on laisse la liberté aux gens, donc vous devriez lire. Mais ce que j'aimerais, monsieur, c'est que ce que vous me demandez de dire à mes concitoyens de confession musulmane est de défendre partout. Ce qui a fait que pendant des années, j'étais interdit de Libye, de Tunisie, de tous les pays qui étaient des dictatures. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que vous disiez exactement la même chose pour tous les pays. Mais encore une fois, de la même façon. Parce que le problème que j'ai avec votre position reste toujours celui de la géométrie variable. Ce que vous avez dit sur la laïcité en France, j'aimerais l'entendre sur la laïcité en Israël. Le fait qu'aujourd'hui, un citoyen israélien de confession chrétienne ou de confession musulmane n'a pas les mêmes droits que le confession. Je crois que vous devriez faire. Très bien. Je crois que vous devriez faire une visite en Israël, monsieur Ramadan. Attendez, vous savez très bien. Il y a pas des chrétiens qui sont tués en Israël quand même. Non, mais attendez. Parmi les Arabes chrétiens qui sont sous la répression des territoires occupés, vous savez très très bien que des chrétiens se plaignent du traitement qui est fait par la majorité juive en Israël. Et le fait de systématiquement rappeler le caractère juif de l'État d'Israël est discriminatoire à l'endroit des chrétiens comme des musulmans.
musulmans. Ce n'est pas une question Monsieur Non, mais je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas constaté ça quand je suis allé en Israël. Non, mais ça ne se constate pas par une visite, c'est par des études. Mais on n'a pas les retours. Monsieur Ramadan, tous les pays musulmans ont dans leur constitution le fait qu'il s'agit d'un pays musulman. Personne ne le... ou quasiment... Quasiment tous ne jouaient pas sur les... Presque tous. Et personne ne trouve cela anormal. Comment ça se fait, Monsieur Lenoir? Personne ne trouve ça normal. Simplement, en ce qui concerne le peuple juif. Monsieur Lenoir, spécialiste de Dieu. Comment ça se fait que les Tunisiens vivant en France, par exemple, ont voté à plus de 30% pour le parti islamiste France et Nada? Comment expliquer ce vote très rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une réponse à la crise sociale sous une autre forme? Est-ce que c'est un réflexe identitaire qui est une réponse, une réplique sismique au débat sur l'identité nationale en France? Comment vous sentez ça? Tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est un enjeu qui dépasse largement la Tunisie, qui pour moi est capital. Oui. C'est d'un juste mariage entre islam et modernité. Et la Tunisie est le laboratoire de ce qui peut se passer dans ce que je pense qu'en vous ayant écouté là, c'est ce que vous prônez aussi, c'est-à-dire une juste alliance dans laquelle on peut... le mot printemps arabe. Oui, mais dans laquelle on peut garder pour des musulmans une identité musulmane, ne pas la renier, ne pas en avoir honte. C'est ses racines, c'est sa culture, c'est son histoire. Et en même temps, qui ont voté Nada, oui, mais justement, moi j'ai beaucoup d'amis tunisiens français. Ils disent on ne veut pas vivre exactement de la même manière qu'en France, en Tunisie. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a des traditions, il y a des choses qu'on veut garder, on ne veut pas perdre notre identité, on n'est pas totalement occidentaux, on veut intégrer... On veut... Exactement, mais c'est la chose. C'est-à-dire on veut garder une identité arabo-musulmane et en même temps apporter de la liberté individuelle, apporter de la respiration, apporter de la démocratie. Et ce mariage-là, il peut peut-être se faire en Tunisie. Donc moi, j'ai pas peur, entre guillemets, de la victoire de ce parti. On verra ce qu'il va faire. Peut-être que s'il y aura des lignes rouges, comme dit Juppé. Voilà, on verra. Les droits de l'homme, l'alternance démocratique, sur la place des femmes, la liberté des femmes. Ça, on le verra. Il faut les juger sur l'acte. Mais peut-être qu'on va assister à quelque chose de tout à fait nouveau qu'on ne connaît pas bien. Et ça sera peut-être le printemps arabe pour le coup. Non, mais bon, le printemps arabe, pour moi... Non, mais ce pourquoi j'aime pas, c'est parce que ce qu'on appelle révolution, pour moi, ce reste encore des soulèvements. Il faut voir ce qui va se passer. Sociaux. Exactement. Mais la chose, vous savez, on disait la même chose de Erdogan en Turquie. On disait, attention, maintenant, tout ça est à suivre. Tout ça est à suivre. On quitte sur plein de suspense. Dieu demain, tout ça, on ne sait pas. Le Parti chrétien-démocrate, votre candidature ou pas, on ne sait pas. Elle sera là, ma candidature. Monsieur Praskier, votre conférence importante du CRIF, qu'on rappelle le 20 novembre. Monsieur Ramadan, je renvoie à votre livre, L'islam et le réveil arabe, aux éditions de du Châtelet, pardon. Et ça sort bientôt, je crois, le 9 novembre. Et Dieu. Moi j'adore, et Dieu, simplement. Quelle prétentieuse Frédéric Loh, Dieu. Avec Marie Drucker. On a cherché tout ce qui est assez agréable. Il y avait déjà tout ce qui est assez agréable. Écoutez, merci.